Bonjour à tous les amis, bienvenue. Nous allons donner nos premières impressions de ce premier week-end de la reprise NBA. Et pour en parler, évidemment, Erwan Abotchouet, breton dans l'éternel. Comment vas-tu, Erwan? Breton, mais prononcé à la manière new-yorkaise, et c'est pas désagréable. Abotchouet. Abotchouet, L'accent absolument. est meilleur que sur mon interview de Chris Hines, d'ailleurs. Dont on va parler dans quelques secondes. Et puis, Steph, tu nous fais l'honneur d'être là. Avant, un petit tennis, comment ça va? Ça va bien, merci les amis de me recevoir pour parler De me recevoir. Enfin, basket. T'es invité, toi. Bien sûr, guest. Comment ça, enfin basket, pourquoi? Bah, enfin, on parle on va regarder des matchs, du on va jeu. analyser des On matchs. parle de jeu. De jeu, On parle oui. de jeu, d'accord. On parle de jeu, oui, effectivement. Cette vidéo est donc dédiée au jeu. Depuis 3-4 jours maintenant, la NBA a repris. Et donc, on voulait absolument faire nos premières impressions, les équipes qui nous ont plu, celles qui nous ont un peu déçus, et puis quelques Et celles news. qui nous ont dégoûtés aussi, parce Oui, qu'il y en a. il y en a qui nous ont dégoûtés. Quelques news, hein. Jonathan Isaac s'est fait les croisés, on pourra en parler. On pourra vite fait aussi de la course au playoff, puisqu'à l'Est, c'est plutôt joué, et à l'Ouest, il se passe plein de choses. Mais avant de commencer, on voulait vous remercier, puisque jeudi soir dernier, avec Nicolas Batum et Jiraya, ici même, nous avons passé une très grande soirée sur Twitch. Plus de 4000 personnes sur les premières heures. C'était notre pic, hein, notre record. On n'avait jamais fait autant de gens sur Twitch. Donc merci beaucoup. On est plus de 10 000 followers dessus. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, puisque dès ce soir à 18h, nous serons encore une fois en live. Donc là, on débrief du jeu. Ce soir, on parlera un peu des cotes et on fera une petite foire aux questions. Donc on pourra parler de tout ce dont vous voulez. Une FAQ. Une FAQ. Hier matin, il y avait une vidéo, dimanche. Erwan, tu as pu interviewer Chris Hines. Tout à fait, Chris Hines de Yahoo Sport. Et c'est un truc qu'on veut mettre en place un petit peu, d'essayer d'aller voir les journalistes américains, parce que vu qu'on va souvent sur place, on se rend compte, on se fait tout le temps le même constat de se dire vivre les choses sur place, c'est un autre goût, on a d'autres infos. Et avoir les journalistes sur place, c'est vraiment un truc qu'on veut développer. Là, Chris Hines, c'est l'un des deux journalistes qui sont arrivés les premiers dans la bulle. Et on a pu avoir un vrai témoignage de comment ça fonctionne pour les journalistes, avec ces espèces de bracelets, ces températures à prendre tous les jours. Le contact avec les joueurs aussi, ce que les joueurs pensent. Certains, on voit bien que finalement, c'est assez mitigé entre ceux qui sont contents d'être là, qui veulent gagner, ceux qui sont un peu mitigés, ceux qui avaient peut-être pas même envie d'être là. Donc voilà, c'est vraiment une interview pendant 20 minutes où on découvre un petit peu l'envers du décor, un vrai inside. Et en tout cas, c'est super intéressant pour ceux qui l'ont pas vu. Allez le voir. Et en plus, je parle en anglais. On s'aperçoit que Chris Hines est à la fois journaliste et à la fois scientifique. Alors voilà, je dis scientifique, alors il faut dire scientist, mais apparemment, il y a toujours des gens de Wall Street qui nous corrigent dans les commentaires. Tant mieux, attends. Mais on est là pour apprendre, évidemment. Ah oui. On est là, évidemment. feras plus jamais l'erreur. Moi, je trouve ça scandaleux qu'en tant que journaliste, tu ne sois pas capable de maîtriser la langue de Shakespeare à Mais merveille. frère, comment ça, je la maîtrise pas? Moi, je vais te sortir tous les mecs que j'ai interviewés et qui m'ont compris. Moi, je pense que je parle correctement l'anglais. Voilà, c'est tout. Et je te dis encore. Do you know where is the strip club? Ça, je n'ai jamais demandé ça dans mes interviews. Mais en tout cas, dans l'interview de Chris Hines, justement, on parle de Lou Williams et de ce fameux strip club où Lou Williams s'est passé pour acheter à manger, selon ses dires. La nourriture est très bonne. Et il y a une phase incroyable de Chris Hines là-dessus qui se livre complètement, qui donne son avis sans filtre. Et donc, allez voir vraiment cette interview. C'est assez nouveau et frais. Donc voilà les amis, ça se passe sur YouTube. On va vous mettre évidemment le lien tout de suite dans les fiches ou dans la description. Vous irez regarder si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, allez-y quand même pour apprendre des trucs et briller en société. Alors aujourd'hui, on va parler de plein d'équipes, plein de joueurs. TJ Warren aussi, hein, qui a lâché le plus gros score. Le premier match à plus de 50 points pour un joueur. Mais on va commencer tout de suite avec les équipes décevantes. On va pas commencer à dire que c'est complètement foutu, hein. Il y a encore beaucoup de temps pour ces équipes-là, puisqu'il y a par On exemple... peut dire que c'est foutu pour les Kings. Oui, mais on va pas parler de... Ah, d'accord. On n'a pas envie de parler des ça, Kings. c'est fait. Ah, très bien. Parle des Kings si tu veux. Non, on n'en parlera pas. Regardons les 3 premières équipes qui nous intéressent, les équipes un peu décevantes sur ces quelques premiers matchs. Évidemment, il y a peu d'échantillons, mais voici où on va. Donc, les New Orleans Pelicans, avec un focus sur Zion et son temps de jeu, le Utah Jazz qui fait pas énormément kiffer, et Philadelphie qui n'a joué qu'un seul match, mais on a vu quand même 2-3 trucs plutôt inquiétants, dont Joel Embiid qui démonte Shake Milton sur un temps mort. Alors commençons par les Pelicans, c'était le premier match de cette saison face justement au Jazz. Pourquoi est-ce qu'on est un peu inquiet? Parce qu'ils avaient quelque chose à jouer et qu'en fait c'est déjà foutu, Erwan. Ouais, c'est déjà foutu. Je ne les ai pas trouvé en rythme. Et je trouve quelque part que la gestion de Zion Williamson, elle chamboule tout dans cette équipe. Les gens sont tellement focalisés sur lui quand il est sur le terrain et sur lui quand il n'est pas sur le terrain que du coup, on a l'impression que cette équipe joue avec ou en le regardant que sur le terrain ou en le regardant sur le banc. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que c'est une équipe sur le papier qui a plutôt qui a plutôt du matos. On a été plutôt assez séduits.
cette saison, par notamment Brandon Ingram. Lonzo Ball faisait une saison pas trop dégueulasse avant que ça reprenne. Il y a Derek Favors, enfin voilà, J.J. Redick. Il y avait des choses plutôt intéressantes. Ils avaient un coup à jouer. Et sur ces 2 matchs, tout le monde s'est focalisé, y compris les Pelicans, sur Zion Williamson. Et je crois que c'est un poids trop gros pour eux à gérer. Tant qu'il ne sera pas à 100%, qu'il jouera et qu'il y aura autant de questions autour de lui, ça sera compliqué pour eux de jouer librement au basket. Moi, je comprends pas. Je comprends pas ce que veulent faire les Pelicans dans cette bulle. Soit tu fais venir Zion, alors on sait qu'il a dû quitter la bulle et revenir pour raison personnelle. S'il est là, mec, lui, il s'estime prêt à jouer. Soit tu le fais jouer comme un joueur normal, ou soit tu le fais pas jouer. Bon. Ça perturbe une équipe de ouf quand un mec doit jouer 3 minutes, sortir, 3 minutes, sortir. Surtout quand il est aussi fort. Ça chamboule tout, parce que déjà, il a tous les ballons. En plus, je l'ai pas trouvé... manqué de discernement. Il y va quand même beaucoup l'épaule la première. Il a fait beaucoup de charges sur ces 2 matchs-là. On sent qu'il manque encore un peu de lecture. On sait que quand Yanis il va tout droit, il arrive à décaler ses appuis, à éviter les contacts, même s'il prend quelques charges. Lui, je l'ai trouvé en mode bourrin. Et puis, moi, je trouve personnellement, alors ça fait un moment que je le dis, mec, il est trop lourd, gros. Oui. Il est trop lourd. Je sais que ça fait partie de son truc, mais là, je le trouve trop lourd, gros. Il n'est pas à 100%, donc forcément, quand un joueur il a jamais été à 100%. Oui, mais le fait qu'il soit pas à 100%, on a l'impression qu'il est trop lourd. J'attends de voir s'il est vraiment à 100%. C'est pour ça. Moi, il m'a pas fait kiffer, gros. Il m'a pas fait kiffer. Et cette gestion, gros, il n'y a rien de pire dans une équipe que devoir donner le ballon à un mec qui doit jouer que 15 minutes. Le collectif, il s'oublie totalement. Il n'y a plus rien qui se passe sur le terrain. Après, quand il sort, il dit putain, il est plus là. Il faut qu'on relance des plays pour les autres. Bon, ils sont en train de niquer leur bulle, hein, les Pelicans. Zion a dit, pour être honnête, c'est vraiment dur. Dès que je commence à transpirer, je dois sortir. Je prends du rythme et le prochain changement est pour moi. Ça reste fun, mais pas totalement. Je suis un compétiteur. Je veux rester sur le parquet. Et ça, c'est terrible. Sors pas, fais comme moi, bref, changement. Non, je reste, gros. M'en bats les couilles. on rappelle après, tu joues à 6. J'ai aussi connu ça. Alors, moi, par contre, vous ne disiez pas de sortir parce que j'étais déjà dehors. Mais en tout cas, à Brest, tu joues à 6. Hein. On rappelle que Zion est sorti pendant 9 jours et qu'ensuite, il y avait les 4 jours de quarantaine. Donc, ça fait quand même plus de 2 semaines où tu joues pas au basket du tout. Et ensuite, il a dû reprendre très rapidement, quelques jours avant le restart NBA. Donc, c'est difficile. C'est difficile. Et puis, il faut, dans cette équipe des Pelicans, on les a vus se faire détruire par les Clippers. Il y a un problème, Thomas, dans cette équipe. Ah, dis-moi. Point guard, man. Bon. Je veux bien Lonzo Ball. Il a fait 2 matchs honteux, gros. Honteux. Alors, oui, 3 mois d'inactivité, ok, moi je veux bien trouver toutes les excuses du monde. Mais il n'a pas 35 ans, donc... Mais il est quand même... il a quand même des fresh legs, il est jeune. Ouais, je l'ai trouvé très mauvais. Très mauvais. Sur le match contre Utah, sur le match contre Utah, je lui faire des lay-up tranches. Tous les anciens Lakers, je vais te dire, je me suis fait ce constat-là, tous les anciens Lakers, à part Brandon Ingram, donc je pense à Josh Hart, je pense à Lonzo Ball, dont tu as souvent loué les qualités, même 2025, hein. Ouais, 2025. Mon gars, moi je veux bien le basket. Il leur faut c'est même il faut leur laisser du temps, mais c'était pas la même fournée. Ah, là, ok. Tu parles mais moi je vois là, quand milieu de premier quart-temps face aux Clippers, ils ont la tête baissée comme ça, ils se font. Mais Jrue Holiday, il est gentil. Hein. Il est gentil. Peut-être trop. Trop gentil, mais au bout d'un moment, il faut insulter même peut-être des mères, hein, je sais pas. Mais il faut faire quelque chose. Ou le père. Ouais, les petits là, ils baissent la tête, ils se font marcher dessus, ils prennent. Alors les autres sont très très adroits, certes, mais au bout d'un moment, mais durcis, monte, donne un drive, parce que si les mecs sont réagis, fais quelque chose. Parce qu'il perd contre le Jazz, et le Jazz, on en va en parler tout à l'heure, le Jazz fait un très petit match lors de l'ouverture de la NBA. Et les Pelicans, ils ont le match en main face au Jazz. Hein. Grave. Donc, donc voilà. Donc il y a Jrue Holiday qui fait ce qu'il peut. Brandon Ingram qui est sur contre le de très très grand bonhomme. Mais derrière, je trouve qu'il y a des mecs qui répondent pas assez présents, notamment Lonzo Ball. Josh Hart, c'est peut-être un peu dur ce que j'ai sur lui, mais en sortie de banc, il doit amener beaucoup plus au vu de son talent. Pareil, on subit beaucoup trop les choses. J.J. Redick est à son niveau en sortie de banc contre Utah. Il fait un carton, il fait 11 points après dans la branlée face aux Clippers, mais tu vas pas demander à J.J. Redick de porter cette équipe. Après, c'est pas son jeu. J.J. Redick, si ça fait pas 3 passes, il peut pas jouer au basket, on le sait. Donc c'est pas sa faute. Non, et puis surtout que la NBA a fait quand même tout un pataquès des calculs pour foutre les Pelicans dans la bulle, pour que Zion soit là. Au final, il vient avec un temps de jeu limité. On est tous frustrés. Lui, le premier. Bon, voilà, on est forcément un peu déçus des Pelicans. Oui, c'est bien d'en parler en premier. Ouais. On est très déçus des Pelicans. On enchaîne avec le Jazz d'Utah, donc qui a perdu contre Oklahoma. Ils se sont pris une belle branlée aussi. Il y avait 29-15 à la fin du premier quart-temps, 110-94. Et honnêtement, on ne retrouve ni la défense du Jazz,
Et une attaque en berne, on en a beaucoup parlé avec Bogdanovic qui est absent, donc C'est on en mal, a ça. beaucoup parlé lors de la première soirée. Regardez, c'est la 21e attaque sur la 22e. Vous ne devinerez jamais quelle est la dernière attaque de NBA. On en parlera aussi dans quelques instants. 17 assists par match. 22e sur 22 et enfin 24% à 3 Mais points. pas dedans, 3 C'est points. la pire équipe. Bogdanovic n'est pas là et donc en fait tu mets plus dedans, tout simplement. Bah, Il n'y a plus de création pour les autres. il y a plus Bogdanovic n'est pas là. Son remplaçant naturel, c'est Joe Ingles. Ingles, qui était sur le banc. Et qui est Kata. rien. Oui, oui. Et qui est Kata, ils mettent pas un tir. Après, je trouve qu'on est beaucoup trop axé sur cette équipe sur le tir extérieur. Chaque fois qu'on fait pic central avec Rudy, il apporte des choses. Alors Rudy a un bon pourcentage, mais effectivement après c'est sur du alley-oop. Mais ça manque beaucoup trop d'alternance, je trouve. On est beaucoup trop en fer à cheval sur de la création individuelle, sur du tir, des tirs très compliqués. Et ça manque d'alternance. On met pas assez la balle intérieure. Mais en fait, il n'y a Mais- personne mais- qui joue le mais- post-up. mais ça a toujours été- Personne mais- ne joue le mais post-up. ça a toujours Non, été- je trouve qu'avant il y avait un peu plus d'alternance, notamment sur des pick and roll. Je trouve qu'ils sont. C'est quoi Ils sont plutôt bons sur les pick and roll, mais premier ils le match- jouent quand ils sont à moins 15. Premier match de la bulle, Utah Pelicans. Première action, balle en bas, Rudy Gobert de haut panier, and one. J'ai dit ah ouais, gros, ça fait kiffer. Parce qu'on terminé. on parlait un petit peu de la mésentente Mitchell Gobert qui se plaignait soi-disant que Donovan Mitchell monopolise la balle. Je dis ah ouais, ça y est. Gros, Premier système. après, disparu après. Bah non, mais il a fallu qu'il soit à moins 15 pour remettre du pick Oui. and roll et retrouver Rudy. Alors, Mais- je te dis pas que tout doit passer par Rudy en attaque, c'est évidemment pas ça, mais je parle juste un petit peu d'alternance. Mais il a la balle à l'intérieur qui finisse pas, c'est pas dramatique, mais après il a une qualité de passe quand même qui est plutôt correcte. Il est capable de ressortir sur les shooters extérieurs en attirant la défense de la raquette. et puis sur le pick and roll, même si c'est pas lui qui finit, forcément il va déclencher des aides et on va trouver des angles de passe et des tirs un peu plus faciles. Je trouve que le jeudi soir notamment, ils ont pris des tirs tellement compliqués. Ils gagnent à la fin. Ils gagnent à la un peu, fin un, parce un- que- un peu à l'esbrouf. Parce que Il y a c'est une meilleure Mike équipe. Conley fait un gros match, Ouais, ouais, mais, ouais. mais le vrai souci, pourquoi Utah est dans le dur offensivement, c'est Donovan Mitchell aussi. J'ai Donovan l'impression Mitchell, aussi. il a 0 sur 2 au niveau de ses matchs. Il est cata. Après, il y a un truc quand même dans cette équipe, c'est que quand tu prends les joueurs un par un, il n'y a aucun slasher. Bah, il y a Donovan aucun Mitchell slasher. est capable quand même un peu d'aller Capable de d'aller au mettre des cercle. dunks, mais il est beaucoup dans je dribble, je mets des tirs, des step back et tout ça. Toi, ce que tu entends par slasher, c'est attraper, boum. Jouer, aller Jordan- chercher des être agressif. lancers. Jordan Clarkson, quand sorti de banc, les deux points. Personne le fait, mais malheureusement, il joue tout seul. Bah, joue alors, vraiment- lui, pour le coup, changement, Jordan, tu sais que les 10 minutes, tu Bon vas sur le trou noir. terrain, oh, il va. Bon trou noir, notre ami. Plus sans feu, mon gros. C'est ce que- Tu reviens en défense. C'est ce que dit son coach quand il sort du banc, il fait aller en voiture. Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Bon, ok. Celle-là, en plus, elle est à l'improvisé, j'ai l'impression, celle-là. Ah, Elle c'était était critière. la reprise pour tout le monde. hein. Le Jazz Utah, donc, qui va jouer dès ce soir contre les Lakers. Tiens, intéressant. Très bon, très très intéressant. Grizzlies, Spurs, Nuggets, Mavs Bah. et encore une fois les Spurs, oui. Tu disais tout à l'heure, vous allez voir qui est la pire attaque de Eh la ben ligue. voilà. C'est pour que ce soir, donc face aux Lakers, c'est les deux pires attaques Ouais. depuis le début Et- de restart qui vont s'affronter. On va pas en parler tout à l'heure, mais un petit mot sur OKC qui continue de jouer un très Paul. bon basket. C'est quand même bien, Maestro, hein. c'est quand même bien quand tu as des joueurs intelligents, des basketteurs sur le terrain, tu peux voyager. Ah oui. J'ai l'impression. Gigus Alexander, Chris Paul, Gallinari, Steven Adams, qui rigole à l'intérieur, la Voilà. Gallinette, il a mis un tomard de pied de main. Oh, ça fait longtemps que je l'avais pas mis. Un petit poster Schroeder, comme ça. Adams, C'est une très belle très équipe. bien, Russ très bien. Noel aussi est très bon. Oui, Bref, oui, oui. c'est une belle équipe. Parlons vite fait des ils ont Lakers. Dort aussi là, qui est un bon mutant. Un bon C'est mutant. jamais la sieste, lui. Donc on a dit que les Lakers c'était la pire attaque. N'importe quoi. La pire attaque de toute la NBA sur ce restart, sur deux matchs. Regardons vite fait les Lakers en tableau. Regardez, 97 points inscrits sur les deux matchs. Ils peuvent jouer. 37% au tir et 27% à 3 points. Qu'est-ce qui se passe dans un non-match au possible dans le deuxième match après une belle victoire contre les Clippers? Physiquement pas prêt. Moi j'ai vu les réseaux sociaux, les LeBron James qui après le premier match où il tape les Clippers, je l'ai vu allongé par terre en disant je suis cuit. Ouais. Et là j'ai compris que le match d'après, deuxième match en 48 heures, ça allait être un petit peu compliqué et on l'a vu. Contre les Raptors. Plus de jus. Anthony Davis qui est passé d'un match de mutant à un non-match complet. Je pense que pour l'instant ces équipes-là, elles ont mal digéré les 3 mois d'inactivité. Elles sont pas encore prêtes. Je pense qu'il faudra encore il faut 5-6 semaines de prépa à une équipe pour être, j'ai envie de dire, au Plus de top forme. physiquement. Là, il reste encore 10-15 jours. Donc je pense que d'ici Les playoffs en fait. fin août, les playoffs, je pense que ces équipes-là, pour l'instant, elles sont pas prêtes physiquement. Elles sont à court de jus. 2 matchs en 48 heures de top niveau, ça passe pas pour le moment. Puis de top niveau, tu joues Clippers, Toronto, C'est pas cadeau déjà. Raptors, d'entrée. pas cadeau. J'ai l'impression que face aux Clippers, ils voulaient absolument prouver Gagner. quelque chose. Ouais. Voilà. sont- Il y avait autre chose que ils sont- simplement ils le sont retour. Ils sont pas rentrés Ouais. dans cette bulle en disant peinard. Moi, j'ai eu l'impression que les Clippers sont rentrés, maîtrisaient un petit peu plus leur sujet, ont eu moins besoin de s'employer.
Alors, ça leur a peut-être certainement coûté la victoire. Mais les Lakers avaient besoin de marquer le coup, de dire on va battre les Clippers. Bon, ils l'ont payé face aux Raptors, mais en face, on ne va pas non plus enlever le crédit des non, Raptors c'est qui ont clair. déroulé un basket des deux côtés du terrain, défensivement très en place et offensivement mené par un Kyle Lowry de très haut niveau. Mais au-delà de ça, le passing game des Raptors qui fait mal. Hein. Il y a des attaques où il y a extra passe, drive, extra passe, gros. Ça pue le basket. Et puis, encore une fois, enfin, un poste de meneur de jeu malmené quand même. Hein. Kyle Lowry qui met 33. Mais là, je te dis, C'est un vrai Bradley, c'est dur. Ouais, bah, c'est un vrai Bradley, défense. sans Rajon Rondo, qui fait pas sa meilleure des saisons, mais qui est quand même qui est capable qui est quand même un vrai meneur. Oui. Qui est quand même un vrai meneur de jeu. On voit qu'ils essayent. On essaie de mettre J.R. Smith, c'est compliqué pour l'instant d'intégrer J.R. Smith. Dion Waiters, sur du Dion Waiters, c'est bon. Mais est-ce que cette équipe-là va avoir besoin que de ça? Je pense qu'ils vont avoir besoin d'autre chose. Il faut voir après LeBron James, il a 36, 35 ans. Donc, C'est le moment de choisir ses matchs aussi. non, mais voilà, il va falloir aussi que lui, que physiquement, se coche une croix pour le début des playoffs. Je ne suis pas spécialement inquiet. Il manque de rythme, c'est sûr, mais le rythme, c'est peut-être le truc le plus facile à récupérer. Ils vont s'entraîner. Bien sûr. Il y a un truc qui est dingue dans le match contre les Raptors, c'est qu'effectivement, ils perdent de 15 et ils se prennent une branlée dans le 4e quart-temps. Mais il y a déjà avant, dans le match, Il y a deux 13-0, fois, 13-0. il y a premier écart au tout début du match, les Lakers recollent. Il y a un deuxième écart au milieu du match, les Lakers recollent et ils explosent sur la fin physiquement. Donc je pense que quand tu fais le film du match en tant que coach et que tu fais de la vidéo derrière, tu dois avoir quand même quelques bons points. On suivra évidemment la saison des Lakers. Ils ont besoin de mettre dedans 3 points, gros. Ah bah, bien sûr, Quand ça, les c'est Browns clair. monopolisent la balle et qu'il y a 4 shooters autour, si tu mets pas dedans, Danny Green, je crois, fait 0,6 à 3 points contre Toronto. Si Davis n'est C'est pas très pareil. adroit et n'a pas de tir à 3 points, ça fait beaucoup pour gagner un match. Très compliqué. Très compliqué. Allons sur la dernière équipe. Et là, on est un peu plus inquiet, même si un seul match a été joué du côté de Philadelphie. Les Sixers se sont fait ouvrir par Indiana et par un TJ Warren de folie. On va en parler dans 10 secondes. Mais on voulait quand même voir ce nouveau 5 majeur de Philadelphie avec Ben Simmons décalé sur le poste 4 et Shake Milton à la main. Ça a donné quand même une scène incroyable où Joel Embiid, qui met 41 dans ce match-là, démonte Shake Milton 41, sur 21. un... Attends, il Démonte Shake Milton parce qu'il le trouve cata en fait. Il démonte Shake Milton parce que Shake Milton fait des choses incroyables. Après, moi, je trouve que Joel Embiid, il serait temps qu'il ait l'attitude d'un vrai leader. Là, on a l'impression que Ouais, mais il a attends, l'attitude d'un mec. Erwan, tu peux pas dire. Alors, il y a des fois, tu dis, tu parles de Drew Holiday, il faut qu'il mette des gueulantes, et là, tu te vas mais tomber sur le mec parce Non, mais qu'il met il une y a gueulante. mec- il y a mec gueulante et mec gueulante. Là, il met une gueulante. Je ne suis pas sûr que ça soit très constructif. Shake Milton, c'est son premier match comme meneur titulaire. Il est installé là-dessus. C'est le premier match. Donc forcément, il y a des changements. Après, il a un passage honteux. Il perd la balle sur une remise en jeu. Oui. Il tente qu'un seul tir sur le match. Il fait plein de- Après, il monte la balle. Il perd la balle. À un moment donné, quand il y a Embiid qui fait faute, il lui fait une passe sur l'ouverture, le pic. Il lui met balle en touche direct. Il va la chercher. Il prend un carton terrible. Ah, enfin, du Brad défenseur. Brown était plutôt du même avis que Joel Embiid parce qu'il a fait jouer Raúl Ah, Neto. absolument. Il est cata, mais après, c'est son premier match en tant que qu'il meneur. digère ça, quoi. Est-ce que mettre une branlée devant les caméras, est-ce que c'est pas finalement encore repousser le process de mettre Shake Milton en tant que meneur? Moi, je trouve, puis même, avant qu'il explose sur Shake Milton, il y a des replis qu'il ne fait pas. C'est plus large, l'attitude de Joel Embiid. On sait qu'il est très fort individuellement, on l'a encore vu, il est indéfendable sur le post-up, il est très très fort. Maintenant, le step d'au-dessus, c'est d'être un vrai leader. Et ça, il va falloir qu'il le prenne plutôt que d'avoir cette attitude un petit peu d'enfant gâté, je trouve, Ouais, et par puis, moment. bon, je suis d'accord avec toi que t'en prendre un gamin qui découvre le très haut niveau, qui est meneur titulaire d'une équipe prétendante au titre. même Après, il est si- catastrophique. Hein. Il est cata. Mais une gueulante à Josh Richardson, non Qui est bien cata aussi, notre ami. Mm. Casper, il fait quoi 4 points à 2 sur 4 au 30 tir, il minutes. joue 30 minutes. Tu tires 4 fois. Après, t'as un gars qui est chaud, il y a Tobias Harris qui prend beaucoup de tirs. Ça s'explique peut-être comme ça. Moi, il y a un truc qui m'inquiète plus, c'est que cette équipe est censée être solide défensivement. C'est l'équipe qui est censée être un peu rouleau compresseur, physiquement et tout ça. Il y a un mec en face qui met 53. Et c'est pas Damien Lillard. Un mec en face qui met 53 et qui n'a pas d'énormes qualités athlétiques, hein, quand même. Bon, après, Non, tu vas voir, après, c'est un Après, fort joueur. c'est un shooter, il est à droit, il est. D'accord. Il a Il met un 53, T'es il pas a- obligé non, de mais il a- prendre 53 contre un mec qui n'est pas non plus un Et buteur. sachant que c'est sur le poste de Ben Simmons, où Ben Simmons est le meilleur défenseur de l'équipe, on aurait pu imaginer que Ben Simmons, qui est un très fort défenseur, se mette en mission sur lui. Il met Finalement, pas- il met pas- finalement jamais il l'arrête. Il met pas 53 sur l'ISO. Hein. Il met Ah, il met beaucoup de ça- jeux dans la gueule. Enfin, il met Ah, 50 il met 53 sur des retours de passe. il met- quand des- il met 9 quand- 3 quand- points. quand il y a des rotations défensives. Ouais, mais après, Erwan, en première mi-temps, un- il s'oublie beaucoup. Un mec qui a sur la ligne 30, de- un mec qui a 30, tu ne laisses pas finir à 53. Regarde, à 20 sur 29 au shoot. Ouais. 20 sur Quand t'es 29. fini, quoi. Surtout que lui, on sait que alors certains ont été surpris, mais TJ Warren, déjà à la fac, c'était un énorme scoreur. C'est aussi pour ça qu'il a été drafté. Regarde, à là, Phoenix, gros, il avait gros, mis quelques cartons. écran baseline, frère. Ouais, c'est pour pas Ben cette Simmons, défense. hein. C'est ce que je te dis. à- Regardez, mais regardde un peu, regardons un peu. Regarde, c'est Ben Simmons qui défend dessus. Hop, petit step back, Muso. j'ai un gueule. Après, le mec, il est chaud. Après, c'est Après, trop Oui, tard. il est chaud, Non, bien mais sûr. après, c'est sûr qu'il n'est pas au contact. Ça mérite au moins, avant qu'il ait la balle, d'être un petit peu plus dans les écrans avec lui. Il a 19 mois en premier quart-temps. Maintenant, Sauf que le problème, c'est que
tu n'es jamais en position de l'arrêter et tu perds le match. Ce qu'on peut Tu vois voir. ce que ça dit? Gifle un peu, gros. Toi qui aimes bien ça, gros. Un mec non, qui mais j'aime est pas. chaud, gros. Gifle Non, un mais peu. c'est pas gifler, c'est Non, juste mais que c'est pas gifler, mettre un peu de quand un mec dureté, est chaud, hein. c'est que tu sais qu'il va prendre un écran, ben, tu réduis la distance un peu avant, tu vas le contester, mais être un peu dur, c'est ça aussi bien défendre. Là, c'est vrai qu'il ne le touche pas, quoi. Il prend les écrans, il le suit. Bah, à bout d'un moment, quand un mec comme ça est chaud, Bah, et que il tu est- passes ta après, pierre il est on dessus, fire, Après, à la fin, dans le money time, il met un énorme tir à 9 mètres avec bras dans la gueule. mais et la c'est moitié- trop, ouais, mais là, quand un mec comme ça est chaud, c'est trop tard après. Bien sûr que c'est Tu vois, trop tard. c'est trop tard de C'est vouloir terminé. défendre sur lui quand il a 40 ou 45, c'est trop tard, le mec est chaud. C'est avant qu'il faut un peu durcir. Ou même, pourquoi pas aider, le bumper, parce que toi, tu passes avec lui dans les écrans, mais si toi, tu le sors de l'écran avec le mec, Mais il faut le défenseur, contacter, faut un peu lui mettre ce qu'on appelle des cartouches. Alors quand je dis ça, on a l'impression que c'est des agressions. Non. Pas du tout. Le basket, dans le règlement, t'autorise un peu pouvoir durcir avec les mecs. Et Warren, on sait très bien, c'est peut-être la première fois qu'il met plus de 50, mais c'est un mec qui avait déjà mis des 30 avec Phoenix à Bien l'époque. sûr. Et voilà. Mais après, moi, ce que je vois, c'est que Philadelphie est pas bon. C'est surtout- voilà, exactement. Qu'en face, avec un meneur qu'il faut installer, et ça a l'air très compliqué, et qu'ils partent face à une équipe en face où un mec met 53, est obligé de mettre des tirs incroyables. Il y a un souci, c'est que Shake Milton démarre et que cette nouvelle configuration d'équipe, alors Ford, gros, plus-minus, moins 26 en sortie de banc. se Alors cherche Ford, encore. Bravo. Après, il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'aux Pacers, il manquait Brogdon, il manquait Sabonis. Donc c'est quand même un match que tu dois prendre. C'est pas rien. C'est pratiquement les deux meilleurs joueurs de l'équipe. C'est une brave cata. Philly donc est toujours 6e de la conférence Est. Indiana est 5e juste devant. Évidemment, ils seront en play-off. Mais pour savoir qui ils vont jouer au premier tour des play-offs, c'est là que ça va être intéressant. Et pour l'instant, on se dirige vers un Philly-Boston qui sera très très sympa à suivre. On a parlé des équipes qui font pas énormément kiffer. On va parler plutôt de celles qui nous ont plu. Alors voici les 3 équipes, même 4 équipes. On a choisi 4 équipes. Ah ouais, un petit bonus, qui un nous petit ont fait bonus. kiffer. Bah oui, il y avait un bon match, donc on va en parler. Hein. Bucks Rockets. On va parler des Clippers. Certes, ils ont perdu contre les Lakers, mais une victoire incroyable face aux Pelicans. Le Rockets Bucks, qui était l'une des premières grosses affiches de ce Restart NBA. Et enfin, dans la victoire contre les Lakers, les Raptors nous ont impressionnés. Parlons des Clippers. On va très peu parler des Lakers. On va surtout parler de la victoire face aux Pels, où clairement, ils les ont désossés avec une adresse complètement folle. Ils ont marqué 25-3 points dans ce match. Au-delà du score fleuve, au-delà de la confrontation offerte par les Pelicans, je trouve que c'est une équipe qui est en place. Et je trouve que le duo Paul George, Kawhi Leonard fonctionne à merveille. Ouais, c'est- Honnêtement, on avait des doutes. C'est injouable. En tout début de saison, je fais est-ce que les uns ils vont arriver à jouer avec les autres? Est-ce que les deux vont pas se marcher dessus? Mais pas du tout. Je trouve ils jouent bien ensemble, ils impliquent tout le monde, sachant qu'il leur manque Lou Williams Et et Montrezl Harrell, Harrell. donc en sortie de banc. Je trouve qu'ils impliquent tout le monde et pourtant ils prennent beaucoup de tirs, ils monopolisent beaucoup la balle, mais malgré tout ils arrivent à impliquer tout le monde. Je pense à Zubac, notamment je pense à Noah quand il est sur le terrain. Kawhi Leonard est la méga star, mais ce que fait derrière Paul George facilite la vie de tout le monde, y compris celle de Kawhi Leonard. Paul George en canne. Et Paul George en canne. On l'avait vu sur les scrimmages déjà. à la reprise. Paul George en canne, incroyable. Evan peut en témoigner. Le Clippers Orlando, le premier match amical dans la bulle. À droit, Oh là là. puis dans la création, puis facilité. Je pense que ces deux-là vont créer un vrai problème. Et mon prono de dire que les Clippers vont être champions, quand je vois ces deux-là, mais qui va pouvoir s'y coller Après- sur une série après, il faut au meilleur des 7? Il faut absolument que Harrell revienne. On sait Et que- le Williams. on sait Ils vont qu'il y a- revenir, hein. Le il faut. Williams, oui. Montrezl Harrell, il y a quand même quelques incertitudes parce qu'apparemment, il y avait vraiment des funérailles et quelqu'un est vraiment décédé dans sa famille. Ça paraît pour l'instant. Il faut qu'ils reviennent pour les playoffs. De toute façon, l'objectif, c'est les il faut playoffs qu'ils dans 2 reviennent. semaines. Parce que dans la confrontation face aux Lakers, moi j'ai trouvé les Clippers meilleurs que les Lakers. Sauf que zéro menace intérieure. Et que ce que j'ai expliqué sur Twitter des débats, c'est que Anthony Davis, à un moment donné, il faut le faire défendre. Et que face aux Clippers, il n'y avait pas besoin de défendre. Donc en attaque, il était plein de jus. Donc quand tu as un Harrell qui vient au charbon, mettre des coups d'épaule, mettre des points, peut-être qu'Anthony Davis va faire une ou deux fautes, peut-être qu'il va être un peu plus fatigué de l'autre côté. C'est la clé pour être champion. Il faut que Montrezl Harrell soit là. Très bien. Non, vous Très n'êtes bien, mais c'est- pas d'accord? On était. Ah, non, mais- complètement, moi c'est pour ça que je bois tes paroles, mon ami. Mais c'est vrai que faire défendre Anthony Davis, certes, qu'il est un bon défenseur. On sait Très qu'au bon basket, défenseur, bien sûr. on sait qu'au basket, Mec, ça use, hein, on parle beaucoup de two-way player, mais t'envoyer Montrezl Harrell, qui est potentiellement un mec à 20 points par match, ben derrière, tu laisses Oui. un peu des. Et je ne suis pas en train de dire que Montrezl Harrell va tenir Non, Anthony non. Davis en attaque. Non, Je non. parle que Montrezl Harrell va faire travailler Anthony Davis de l'autre côté du Exactement. terrain. Et puis tactiquement, s'il ne veut pas que Davis défende, ça va faire le coaching staff des Lakers vont devoir réfléchir, Exactement. défendre, inventer peut-être des nouvelles rotations. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pat Beverley, donc revenu dans le 5 majeur. Il a joué 18 minutes. Ça, c'est une bonne nouvelle. Reggie Je suis Jackson. vraiment pas fan de Reggie Jackson. Ah ouais? C'est vrai qu'on en a parlé, mais Reggie Jackson, pour moi, Il est- c'est un il est digne, là. énorme backup.
Tu verras dans les grands matchs, alors on verra évidemment, mais quand ton deuxième meneur c'est Reggie Jackson et que ton troisième meneur entre guillemets c'est Lou Williams. Ça me fait penser à Reggie Jackson, on en parlait tout à l'heure, à Jordan Clarkson. Quand il est sur le terrain, ouais il veut mettre que des puntos. Moi je trouve que Reggie Jackson est beaucoup plus fort et beaucoup plus consistant que Jack Clarkson qui est vraiment le sixième homme péteur ambulant comme Jamal Crawford ou Lou Williams. Alors à des degrés différents. Alors que Reggie Jackson est un meneur de jeu capable de jouer le pick and roll, meilleur défenseur. Je suis pas sûr que cette équipe ils aient besoin d'un mec qui veut mettre des points. Moi je pense que quand ils le mettront. Je pense que il faut toujours des mecs qui mettent des points. de Reggie Jackson, c'est qu'il Doc Rivers le mettra quand il a besoin de le mettre. Et c'est ça qui est intéressant. Pas de Beverley, finir les matchs, il faut défendre. S'ils sont un peu en retard, je pense que Reggie Jackson, c'est vraiment. Tiens, j'ai besoin de ce profil-là. Bah, tiens, vas-y. Et c'est une valeur sûre. En voiture Simone, tu vois, bref, tu connais la réplique. Mais Reggie Jackson, je suis pas sûr qu'il l'ait mis vraiment pour une petite option en plus. C'est pas, je pense que l'équipe elle est archi pas, même le banc derrière. Tu dis devant lui, tu n'as pas de Beverley avec son profil. Lou Williams, on le présente même plus en sortie de banc. Lui, il est là pour boucher un peu les trous. Mais il va jouer. Et c'est peut-être un rôle qui va à merveille. J'ai l'impression que c'est un peu plus. Moi, je le vois bien jouer 20 minutes par match. Oui, mais s'il est bon. S'il est bon, absolument. Après, quand Reggie Jackson est bon, c'est pas la pire chose de l'avoir sur le terrain. À Détroit, il vous a fait kiffer. Ah ben non, à Détroit, il est catastrophique. Après, il est titulaire. Là, les attentes autour de lui sont pas les mêmes. Il est pas entouré de la même manière. Tu vois ce que je veux dire? Donc à lui de changer sa manière de jouer. Mais je pense parce que tu peux pas jouer comme il jouait à Détroit, avec Paul George, avec Kawhi Leonard. Moi, quand je le vois jouer, il est souvent dans les corners. Paul George balle dans les mains. Il a été très adroit. Contre les Lakers, il m'a pas fait kiffer, Reggie. Ouais, il est pas non plus catastrophique. Ça se tient, les gars. Ça se tient. Je regardais les plus-minus contre les Pels, ils les ont vraiment défoncés. Kawhi Leonard, 27 minutes, plus 34. Maurice, plus 33. Il faut quand même 27 sur 35 à 3 points contre les Pels. Non, mais ils mettent dedans. Alors, ils sont à 16 3 points marqués dans la première mi-temps. Et de la filoche, hein. La filoche de folie. Sachant que limite, faut changer les filets à la mi-temps dans la bulle. Sachant que le record sur une mi-temps, c'était les Warriors, la fois où Klay Thompson met 14-3 points dans le match, c'était 17. Et le record all-time, donc c'est les Rockets, c'est les Rockets ou les Cavs, je sais plus, l'un des deux, c'est 27 sur un match, ils ont fait 25. Donc effectivement, quand il y a une équipe qui est aussi forte, de toute manière, c'est difficile d'aller contre. Hier soir avait lieu une énorme affiche à 2h du mat, c'était les Bucks contre les Rockets. Alors les Rockets se sont imposés, donc du coup, les deux équipes sont dans nos très bonnes impressions. C'était vraiment une opposition de style caractérisée avec Brook Lopez et Giannis à l'intérieur face à l'ultra small ball des Rockets. Et encore une fois, les Rockets s'en sortent. Pourtant, James Harden n'a pas été très bon. C'est une surprise, entre guillemets. Tu vois, quand on pense aux séries, on a toujours l'impression que la taille et le rebond gagneront contre ces Rockets. Ils arrivent à prouver le contraire. Ouais, mais le cœur. Ils ont quand même ces mecs, c'est Covington, c'est PJ Tucker qui compensent les centimètres avec un cœur énorme. On les voit beaucoup les rebonds offensifs, on les voit toucher les mecs. On parlait de toucher Antetokounmpo. Ils ont essayé en tout cas de rendre la vie. Ils en prennent pas de rebonds. Ouais, ils en prennent que 6. Ils y vont, mais ils en prennent pas. Non, mais je te parle des rebonds défensifs aussi. Hein. Je parle au rebond def aussi. Il y a quand même boucherie au rebond. Mais je te dis pas plus 29 pour les Bucks. Je te dis pas qu'ils gagnent, mais même dans les rebonds, mais défensivement, ils sont là, ils s'opposent, ils essayent. Et la preuve, c'est que le match est quasiment perdu à 5 minutes de la fin et ils reviennent à l'envie. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'Harden n'est pas bon, mais 30 points quand même. Oui, parce que c'est Harden. Et 24, il force moins que ce qu'on a pu connaître. Oh, bah non, alors... regarde, c'est pas il prend que 14 tirs. Voilà. Alors je vais vous dire un truc. Hier, Harden est catastrophique. Il a des moments où il est capable. Que 14 tirs. Il est capable. On l'a connu catastrophique. Il a shooté 30 fois. À un moment, il enchaîne parce que Westbrook est très bon. Mais à un moment, il enchaîne, je pense, 3, 4, 5, 6 tirs à 3 points, step back. Tu sais, hors rythme, à la Harden, la balle, elle fait honnêtement. Non, mais d'accord. Tu vas jamais en faire un Chauncey Billups, on est d'accord. Oui, mais sauf ce que je veux dire, c'est qu'il shoot que 14 fois. Il n'empêche qu'hier, il est vraiment catastrophique. Il est vraiment honteux. Et pourtant, l'équipe est dans le match. Et moi, c'est un truc qui m'étonne à chaque fois. Pourquoi ils sont dans le match Parce que Jeff Green met dedans à un moment donné. Parce qu'ils mettent tous dedans. Ils mettent dedans. Hier, il tire 61 fois à 3 points. Ils mettent 21 tirs à 3 points. 21 sur 61. Pourquoi ils gagnent ce match? On va pas te le enlever non plus. Parce qu'ils mettent 21 tirs à 3 points. Et ils vont sur la ligne de lancer franc comme des porcinés, 27 sur 31. Elle est là la différence. Tu sais que les Bucks, ils perdent le match. C'est la première équipe de l'histoire de l'NBA à perdre un match en mettant plus de 110 points, en tenant l'adversaire à moins de 40% et en prenant, au niveau des rebonds, à être à plus 29. Il y a eu 178 matchs comme ça. C'est la première équipe qui perd. C'est un truc de ouf. Non, mais moi, j'entends le small ball, les jouets grands Milwaukee, boucherie au rebond. Mais ce que tu gagnes au rebond ou en attaque, eh ben, tu le payes de l'autre côté, c'est-à-dire que tu défends que sur des mecs au large qui vont à 200 à l'heure, et les Brook Lopez, les mecs comme ça, ben, ils chargent. C'est compliqué de tenir des duels, et ça explique ces lancers francs shootés. Donc au bout d'un moment, c'est comme ça aussi le basket tactiquement, où c'est quand même intéressant. C'est que ce que tu payes d'un côté, tu peux le faire payer de l'autre côté. Ouais. Et c'est ce que c'est parfaitement faire les Rockets. Après les Bucks sont maladroits à 3 points. Voilà, il y a un truc, hier, ils sont très maladroits à 3 points. Il y a autre chose, c'est que dans les fins de match, on attend qui? On attend Giannis pour voir ce qu'il va faire. C'est Middleton qui prend les shoots. Alors hier, Middleton est très très fort après son premier match raté. Il est très 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 fort dans l'adresse, même si sur la fin il rate des tirs à 3 points contestés pour égaliser. Oui. Mais Giannis hier, il fait une perte de balle, mon pote, sur une remontée où
Yanis est très fort, hein. Des lay-ups, des end-one et tout, mais on l'attend dans les grands moments. À un moment, il dribble main gauche, il veut sauter en faisant une passe, et là, évidemment, passe interceptée par les Rockets, de la relance, on égalise comme ça. Et c'est aussi là qu'on attend Yanis, et malheureusement... C'est pas aussi là, Tom, c'est quasiment C'est là. exclusivement là. C'est sur ce moment-là. Maintenant qu'ils mettent 35-40 points par match, à 205 tirs en plus, voilà, on à 3 est points. proche du cercle, sur du jeu rapide, sur du dunk, de martyriser les mecs sous le cercle. Oh, ça c'est Aucun problème. Il fait On le 36, sait, 18 on nous et 8 parle. hier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un money time à jouer. 3 ballons perdus seulement pour un mec qui touche beaucoup la balle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un money time à jouer, et dans le money time, je ne l'ai pas trouvé saignant. Et si les Bucks veulent être champions, et je crois que c'est leur ambition, il va falloir qu'ils gèrent beaucoup mieux les money time, à commencer par notre ami grec. Ouais, et dans le money time, on a vu un Brook Lopez très très bon, qui met un petit hook shot à la fin qui est important. On a vu Middleton mettre des paniers, et c'est vrai qu'Yanis a un petit peu disparu de la circulation dans le money time. Mais là où il faut rendre hommage à Houston, c'est sur comment ils prennent soin du ballon. 9 ballons perdus pour une équipe. Alors certes, il n'y a pas énormément de passing game, c'est beaucoup de pick and roll. Mais quand en face, vous en faites perdre 22 à une équipe, le différentiel, il est monumental. Alors ce que vous perdez comme possession au rebond, vous le récupérez avec le différentiel sur les balles perdues. Et Steph, ils sont suractifs, c'est ce que je dis. Jouer contre des petits quand t'es grand, alors oui, tu as ce truc de tu mets les ballons en l'air. Si et t'es on en croit que place, c'est bon. Mais mec, quand t'as 5 petits qui changent de partout, qui sont tout le temps dans tes jambes, Bien sûr. à la longue, c'est chiant. Et Dès que tu poses le ballon par terre, t'as les mecs qui sont là et tout. Et ils jouent avec les qualités de leurs défauts. Et je suis pas sûr que Yanis, il a, à la fin, sur un ballon très important, décide de poster James Harden. Je pense que James Harden est un très mauvais défenseur au large quand il doit cadrer des mecs. Autant dos au panier, il est quand même tanké, il a des épaules, il est capable d'absorber les contacts. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure option de taper du James Harden sur un money time dos au cercle. Sur les fins de match. En tout cas, c'était intéressant. Est-ce que dans vos têtes, ça relance un peu cette idée que les Bucks peuvent se faire taper? Alors pourquoi pas par les Rockets en finale, mais ça relance l'idée qu'il peut y avoir un champion surprise et pourquoi pas Houston. Parce que c'est un peu dans la surprise des champions NBA, Houston était souvent le nom qui était cité. Ouais, moi ça en faisait partie. Champion maintenant, c'est quand même un autre level. Imaginer il faut quand même gagner 4 matchs. Hein. Moi, je pensais que avant que ça commence, que typiquement ce type de format allait pouvoir profiter à une équipe comme Houston, et ça se confirme, ça va être une équipe très chiante à jouer. Maintenant, pareil, sur 4 matchs, le small ball comme ça, quand je vois les forces qu'il y a à l'Ouest, est-ce que sur une série, il laisse de l'énergie. Est-ce que sur une série, ils vont avoir le jus, le cœur sur 4 séries du coup, parce que sur 4 séries du coup. Pour revenir aux Bucks, on en revient. Tant que c'est pas une équipe, ils sont pas encore champions. Quand je vois Toronto qui joue avec un statut de champion, je sens certaines choses, mine de rien, innées, qui vont avec un champion. Aujourd'hui, mine de rien, Milwaukee a beaucoup plus la pression parce que leur seul but maintenant, c'est d'être champion. Mais il leur manque encore cette expérience de champion et ça se même de ressent un petit peu par moment. Même il n'y a que les Warriors et les Raptors qui vont en finale et qui gagnent. C'est très rare finalement. T'as raison. Après, il faut aussi remettre en perspective, même je suis pas sûr que ça soit dans la tête des Bucks, c'est que la première place de la conférence Est elle est quasiment acquise et qu'il n'y a pas une énorme pression de résultats, même si je suis persuadé qu'ils avaient envie de taper Houston juste pour aussi marquer un petit peu le territoire. Oui, mais n'oublie pas que c'est une équipe qui est un peu traumatisée l'année dernière, qui mène 2-0, qui perd 4 fois d'affilée contre Toronto. Ils ont encore ça en tête et je crois qu'ils ont plus besoin de se rassurer. Je suis pas sûr qu'ils aient l'expérience pour se dire on laisse pisser. Surtout dans des matchs face à. Pas comme les Clippers. Surtout dans un match-up face à Houston, qui est une équipe intéressante à jouer, qui est une vraie bonne équipe. S'ils perdent contre les Kings de 12, je me dis oui, ils ont laissé pisser, on s'en fout. Là, ils ont joué le match, ils l'avaient même en main. Et on regarde les stats derrière de Yanis. Bonne stat, a priori. Hein. Oui. Solide, notre ami. Solide, très solide. On va parler d'une dernière équipe. Chers amis, on va parler d'une équipe qui est sortie de la tête, pas du tout. C'est Toronto qui a gagné avec un super Kyle Lowry contre les Lakers. Tu parlais d'une espèce d'âme. C'est quand même une équipe surtout très bien huilée et qui a l'air, elle est aussi en mission. On pouvait dire ça pour les Bucks avant cette défaite, entre guillemets. Les Raptors nous font kiffer. Bravo l'infirmière, parce que ça joue vraiment bien au basket. Bravo, on a vu quand même des séquences de pick and roll, hop, on va à l'opposé, on met la balle en dessous, boum, on va repartir à l'opposé avec de l'extra passe. Finalement, il n'y a que quasiment Kyle Lowry et Fred VanVleet qui dribblent, qui sont vraiment dans la création. Et derrière, on est sur du 2 dribbles, une passe, un dribble, un tir. Et du coup, c'est un vrai calvaire pour les défenses et tout le monde peut apporter. On a vu Anunoby mettre dedans. Anunoby met dedans 8 sur 9. Non, mais c'est Monsieur propre. D'une propreté rare. Gasol, Ibaka, Siakam à l'intérieur, ben vas-y, il faut se les envoyer. C'est des deux côtés du terrain, ça gêne. Ça défend. Ça défend. Et puis c'est organisé. 92 points contre les Lakers. Et puis c'est organisé.
Et puis derrière, quand Kyle Lowry, dans un soir comme ça, parce qu'il met 30, mais pas que, hein, il fait rayonner tout le monde. Il fait 14 rebonds, Bouboule. Hein. Ouais. Van Vliet, Bouboule numéro 2. Bouboule numéro 2, on se passe. Il a quand même ce truc en lui, Bouboule, de mettre des filoches à 3 points quand à un moment donné, les Lakers reviennent un petit peu. Il adore ça, c'est un tueur en série. Bam, bam, il met des filoches à 8 mètres. Faut kiffer. Hein. Eux, en fait, ils ont quasiment rien à perdre. Ils sont champions en titre. C'est bizarre de dire ça, voilà. Mais ils sont champions en titre. Ils ont perdu Kawhi. Non, mais ils sont prêts, on l'a vu, ils sont prêts. S'ils sont champions, c'est un nouveau miracle. S'ils ne sont pas champions, personne ne leur en voudra. Et donc, finalement, ça les met dans un espèce de confort, mais un confort qui ne les met pas dans la facilité, parce qu'on voit qu'ils jouent dur. Oui. Et qu'au fond d'eux, ils se disent, si on peut faire un back-to-back et qu'on peut les baiser tout le monde, on va le faire. Ce serait quand même le back-to-back le plus improbable de l'histoire de la NBA, quand même. Clairement de loin. Après celui de Houston, ouais. Parce que souviens-toi que Houston, le deuxième, ils sont à la rue. Hein. Ouais, mais il y a Hakim, quoi. Il y a Hakim. Sauf si Pascal Siakam est le nouveau Hakim Olajuwon, pourquoi pas. On lui souhaite, évidemment. Mais cette qualité qu'elle a, cette équipe-là, c'est qu'elle sait ce que c'est de gagner. Et ça, tu veux. Elle connaît le chemin. Les Bucks ne connaissent pas le chemin. Cette équipe-là, elle sait ce qu'il faut faire. Alors, il y a Kawhi, il n'y a pas Kawhi, mais au moins, ils ont l'ADN de champion, savoir gagner des gros matchs. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. J'ai une question pour vous. Ça serait quoi le point faible de Toronto? De ne pas avoir une superstar dans les fins de match. Voilà, peut-être, je dis ça, personne n'est au niveau des Ils n'ont pas un top 5 de la Ligue. Voilà. Voilà. Mais bon, ça peut se combler. C'est le seul petit défaut et qui peut se combler. Van Vliet l'année dernière en finale, il est top 5 de la Ligue. Parce que Van Vliet, c'est pas le top 5 de la Ligue. Par contre, il a des coronets, frérot. C'est clair. Peut-être le banc est un peu plus faible que l'année dernière. Mais quand tu joues bien en basket, ils ont le petit shooter blanc. Matt Thomas. Matt Thomas, en Euroleague l'année dernière. Ils ont Davis, ils ont Norman Powell, Serge Ibaka, Boucher, Hollis Jefferson. Ouais, oui, après. Je leur préfère Boucher, toi, non? Oui, entre autres, tout à fait, entre autres, oui, avec Baker, c'est mes deux préférés. Et avec Dwayne Alcohol. N'importe quoi, il est fou celui-là. Drinkwater peut-être dans le foot, mais c'est tout. Moi, c'est Fanpril, mon joueur préféré. N'importe quoi. Donc les Raptors font partie des équipes qui nous font kiffer. Je voulais vous poser une question au-delà du jeu, parce que je voulais absolument qu'on commence par le jeu. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette reprise NBA, le public, la salle, le jeu, globalement? C'est mon angle de l'édito de jeudi, parce que le First Day Show revient jeudi. Donc c'est mon angle d'édito où je vais évidemment faire des parallèles avec une relation amoureuse. Hein, mais Comme de par hasard. J'ai gagné 200 balles 200 balles, Erwan. T'as perdu 200 balles, frère. 200 balles. La vie de ma mère. Give me 200 balles. J'ai gagné 200 balles, je vois pas en quoi. Give me 200 balles. Give me 200 balles. Pour revenir à ta question, je trouve ça incroyable. En fait, la NBA, ce qu'on kiffe aussi, la NBA, des fois, c'est un petit peu tout l'à côté, les courtsides, les stars, l'ambiance, les pop-up girls, les gens dans les tribunes. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de ça. Parce que la NBA, la NBA, t'as qu'à nous mettre les meilleurs joueurs de la planète autour, sur un parquet. Alors, il y a Tom qui est à côté de toi, parce que je ne sais pas ce qu'il fait. Fais-le vraiment, poteau. Hein. Viens. Mais pour reprendre une phrase de mon ami Jacques Monclar, qui m'a régalé, il m'a dit, le public, c'est bien. Il me dit, mais quand il y a des matchs à jouer, j'ai jamais vu un spectateur mettre un panier à 3 points pour gagner. Donc, à un moment donné, c'est du Jacques. Donc, à un moment donné, les joueurs sont là, ils ont envie de gagner, ils vont jouer. Et puis, le décorum, oui. Moi, je me régale de voir Paul Pierce qui est devant son écran. Ça, c'était régalade. Hier, j'ai appelé je raconte ma vie. Hier, j'ai appelé mon frère qui est à Chicago et qui a un abonnement aux Bucks parce que c'est à 1 heure de là où il habite. Et les Bucks lui ont envoyé un mail et en lui demandant est-ce que vous voulez être sur l'écran et tout ça. Je dis vas-y, fais-le. Donc regarde un match des Bucks, peut-être que vous verrez un bon bouffe qui me ressemble, qui sera. Mais ça fait rigoler. On nous a envoyé un lien pour faire partie du public des Raptors, nous aussi. Mais c'est lourd, non? En fait, moi, j'étais pas emballé à la base, mais en fait, ça marche. Mais ça marche, gros. Après, il y avait des matchs où il y avait un supporter sur 2, par contre. Ouais, je sais pas ce que foutent les gens. Les Pelicans, quand ils en prennent 30, il n'y a plus personne qui regarde. Après, Jeff Van Gundy, hier, disait un truc passionnant. Et il disait que ce qui changeait énormément pour les joueurs, pour les journalistes, pour le décorum, c'est l'avant-match. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a aucun bruit. Sur l'échauffement, il y a la musique et tout. Il n'y a pas l'adrénaline de d'habitude, tu vois. Et ça, alors, on ne le voit pas à la télé forcément, mais pour les joueurs, ça doit être très différent. Par contre, commenter, ce que disait Chris Hines dans son interview, j'aurais kiffé être à la place de Chris Hines. Mec, tu dois tout entendre. Ah ouais. Les plays annoncés, les consignes des coachs, les embrouilles entre les joueurs, tu dois tout entendre. Et ça doit être un régal incroyable. Clairement, mais c'est comme quand tu vas dans les entraînements de l'équipe de France. Mais oui, t'entends tout. Et que tu es au bord du terrain, c'est quand même un autre délire. Oui, mais moi, je suis très heureux d'avoir vu du basket. Ça amène un charme différent. Et je trouve qu'on a revu quand même des grands matchs, des fins de match. On a eu 2 Le prolongations. Boston-Portland, fantastique hier. On a eu 2 prolongations. Houston-Dallas, il n'y a rien à dire. Je regarde, le seul petit bémol, c'est que... Ça manque de cheerleaders. Non, les coachs en polo
ça fait pas crédible. Ça fait trop Summer League. Ouais, Mais ouais. sans parler de cravate costard, je sais pas, à trouver un compromis, mais le polo là de je fais un camp d'été pour faire une détection moins de 16, ça m'emballe pas. Après, il y a un truc, tu vois, on en parlait avec Polo ce week-end. Il y a effectivement les bons matchs. Donc le Boston-Portland d'hier était vraiment une super deuxième mi-temps. Spurs Absolument. Grizzlies aussi, c'était cool. C'était un bon D'ailleurs, on n'a match. pas On a parlé vu des des bons Spurs, matchs. je pense qu'il y a une belle équipe sur On va en parler vite fait dans la course au playoff, t'inquiète pas. On mis bien d'ailleurs. En revanche, il y a quand même beaucoup de matchs qui font très Summer League dans l'approche des mecs. C'est-à-dire Oui. qu'ils sont en dilettante, ça défend pas. On parlait, Avec- on parlait de avec- Dallas, le Dallas-Houston. Alors oui, c'était un bon match. Tu vois, c'est un film, Oui, tu le regardes, c'est cool. il y a des Frère, paniers, quoi. défensivement, Il y a des paniers, quoi. gros, il n'y a que des layups. Après, tu as des équipes qui sont là, sans être là. Washington. Washington, Brooklyn hier, c'était pas le meilleur match de tous les temps, je te À confirme. Washington, ils sont là. J'ai envie de te dire merci d'être venu. Vous avez fait un peu de pêche. Vous Ouais, mais à avez, part fait, que vous, moi- vous avez fait, vous avez fait une poule Oui, Paris, mais- c'est cool. Vous avez shooté les 3 ballons. En plus, les dirigeants des Wizards, on fait partie des dirigeants demandeurs. qui ont poussé pour être là. Donc c'est. Après, peut-être que il y a plus un côté marketing que sportif, on imagine. Ouais, mais bon. après, ils n'ont pas d'équipe. Hein. Bill n'est pas là, Wall n'est pas là. Et d'ailleurs, c'est bizarre. Wall, ça va beaucoup mieux. Hein. Il a Mais les mis 3-6. 3-6. Ah ouais. Mais par contre, si on fait un petit Frenchies Corner, il y a Maimi qui est cloué au pilori alors qu'il avait été très bon en l'absence de Thomas Bryant sur le début de saison. Il joue plus. Thomas Bryant, il a mis 30 hier. Il y a contrario Timothée Cabarro qui a été Cabarro. très bon sur le premier match. Et Camille Hier, 10, Camille 8 ou 9. 10. Il était bon hier, il était bon hier. Il était bon hier. 9, mais qui met 24 face à Evan, c'était cool aussi. Et Evan qui a mis Avec 4 une belle hier, shoot. mais Orlando qui continue de Après, gagner. tous ces backups ont brillé. Hein. Terence Ross, Terence Ross a Terence été Ross, fort quand et tout. tu lances la pièce en l'air, si ça tombe du bon côté. Et puis le match a été très vite plié face Oui. aux fantômes des Kings, donc voilà. Voilà, très bien. Voilà. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du coup de cette reprise. Est-ce que vous êtes d'abord content de voir du basket? J'imagine que oui. Et ensuite, sur le niveau de jeu, en fait, on n'a pas trop d'attentes. Je voulais juste voir vers où on allait. On a vu des mecs en forme, on a vu des mecs en méforme rebondir direct. Jason Tatum, Chris Middleton être fort, parce que Jason Tatum finit un horrible match à 2 sur 18. Ouais. Hier soir, mon gars, on a vu pourquoi c'est lui qui avait eu le plus grosse hype de toute la Mais NBA, manque de rythme aussi. Et l'inverse pour Anthony Davis. Premier match incroyable, deuxième match. Exactement. Et très je pense qu'on moyen. va le voir, ça, le up and down, Bien pas mal sûr. sur les 8 matchs de saison régulière. Encore une semaine, 10 jours. Ouais. Ouais. Exactement. Le but, c'est d'être prêt pour les playoffs. De toute manière, et avant le retour des familles. Parlons vite fait de la course aux playoffs, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Hier soir, donc Brooklyn s'est imposé face à Washington, ce qui qualifie Brooklyn pour la 8e place, et donc va se faire démonter par les Bucks au premier tour, ou alors Ou c'est une des plus grandes démonter dans le play-in s'il y a une équipe 9e qui finit à moins 4 Non, mais matchs. justement, Washington. Washington. Ah oui, Et ah face à oui, 9e, ah oui, et là, ah oui, là, il y a c'est terminé. l'écart. On rappelle que De toute sont façon, 4 matchs on se minimum, doutait qu'on- 4 matchs ou moins pour qu'il y ait un On se doutait play. que Après, ils peuvent play-in devait y revenir avoir, 7e, non? si play-in devait y avoir, c'était dans l'Ouest. Ils peuvent revenir 7e, Brooklyn, s'ils gagnent des matchs et qu'Orlando en perd. Bah, je vais regarder, mais peu probable. Il y avait un gros écart quand même entre les deux. Hein. Attends, je vais te Pas sûr, dire. parce que je crois qu'Orlando, en gagnant le premier match contre Brooklyn, a récupéré la 7e place. Brooklyn, Je vais te dire ça tout de Brooklyn. suite, mais il y a beaucoup d'écart. Brooklyn hein. Dinger. Gros, Brooklyn Dinger. je dis n'importe quoi, tu as entièrement raison, puisque Orlando est à 32-35 et Brooklyn à 31-35. Tu as entièrement I raison. told you, my friend. My bad, bro. Mais effectivement, c'est la conférence Ouest que tout se joue. Hier, gros coup des Spurs donc, qui s'est imposé pendant que contre Memphis, pendant que les Blazers perdaient contre Boston. Regardez le classement actualisé. Dallas donc retrouve les playoffs. Bravo à ta petite équipe et à Luka qui ne fait que de perdre, mais qui est qualifié quand même. Memphis 32-35, les Spurs 29-36, Portland 30-38, Sacramento 28-38. On a enlevé les Pels parce que c'est foutu pour Watch out, eux. Et les Suns aussi. on a Watch out, enlevé. Memphis, hein, ils perdent le premier match en prolongation face à Portland. Hier, ils perdent sur une fin de match parfaitement gérée de la part de Dylan Brooks. Ouais, il fait une charge. Non, il fait une charge, il fait une charge. non, il fait charge comme un bourrin sur Après, Demar Sur DeRozan, un contre gros, trois. si tu sautes pas, il te met un pull-up. Hein. La pump fake, elle est très forte de Demar DeRozan. C'est mieux de lui filer 2 lancers peinards, quoi. Je dis pas ça, gros. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. C'est C'est fait avoir. rattrapé par une pump fake de Demar DeRozan qui prenait une dernière qui juste avant, mais un fade away à droite très compliqué. Sur une dernière possession, ça m'ennuie un peu. Voilà, Très bien. c'est tout. En tout cas, je l'ai pas trouvé. C'est plutôt Mais en un plus- joueur que j'aime bien. Je l'ai pas trouvé très lucide hier soir. mais le souci des pas Grises- que sur la dernière Le action. souci des Grises, tu peux me confirmer ça en regardant leur calendrier, c'est que les 2 premiers matchs étaient contre des équipes qui étaient en dehors des 8. Et je crois que. Et qui étaient donc directement Et voilà, concernés. et à partir de maintenant, je crois qu'ils jouent des équipes un peu plus solides au classement. Eh ben écoute, les Grizzlies, de toute manière, les Grizzlies vont jouer contre les Pelicans, le Jazz, le Thunder, les Raptors, les Celtics et les Bucks. On rappelle donc que les Grizzlies, a priori, devraient être 8e de la conférence Ouest. La question, c'était de savoir s'il allait y avoir une équipe qui allait être 9e à 4 matchs ou moins. Ça sent le play-in, je pense. Il y a 2 matchs d'écart entre les Spurs et les Grizzlies. La question, ce sera
contre qui va jouer les Grizzlies. A priori, on imagine ça comme ça. Donc les Spurs, les Blazers, on enlève les Kings, les Suns, même si les Suns sont très bons, et les Pelicans. Vous voyez qui, vous, du coup, les gars? Est-ce que les Spurs vont le faire et vont peut-être atteindre les playoffs? Je me dis que ce bon vieux Pop va encore nous faire un coup de Trafalgar. Qui va arracher la 9e et qui va gagner 2 matchs contre les Grizzlies. Enfin, un gros match hier. Ça moi, j'aime beaucoup Portland qui est allé gagner son premier match un peu au forceps. Et hier, mine de rien, ils sont énormément pénalisés avec les fautes de comment il s'appelle leur poste 4 là, je perds. Zach Collins. Zach Collins. Et donc ils prennent un peu le fuego. Et après, quand Zach Collins revient, ça rééquilibre un petit peu plus l'équipe. Enfin, quand Damian Lillard se met à jouer aussi. Certes aussi, oui, mais ça fait partie des choses parce qu'à l'intérieur, ils souffrent un petit peu moins. Hier, ils perdent sur le fil aussi. En tout cas, dans l'attitude, j'ai l'impression que Portland est aussi bien rentré. Et je sais qu'ils visent cette 9e place pour accrocher le play-in. Je mets une pièce sur Portland. Portland qui joue à 8, c'est bien la preuve qu'eux, ils sont en mission. Ah ouais, ils jouent à 8 avec le sac majeur et Zonia. Avec notre gars Gary Trent Jr. Tout à fait, Gary Trent Jr. Hier, 34 minutes, 21 points, à 7 sur 11 à 3 points, incroyable. Et Hassan Whiteside, notre ami à tous, hein, évidemment. 16 minutes, 5 points, 5 rebonds. Il peut y avoir une petite bataille, même si les équipes sont déjà qualifiées en playoff, mais 4, 5, 6, 7. Ça peut bouger un petit peu. Se joue Spurs The Blazers? Je vais te dire ça, je crois pas. Je regarde, attends tout de suite, je vais te dire ça. J'aimerais bien que mes Mavs grattent une petite place. Je préfère les voir jouer contre Denver qu'en contre les Clippers ce premier tour. Tu m'étonnes. Les Spurs, bon courage. Hein. Ils jouent contre les Sixers, les Nuggets, le Jazz, les Pelicans, les Rockets et encore une fois le Jazz. Ils ont bien fait de prendre les 2 premiers. Ils ont bien fait de prendre. Ça va être passionnant en fait. Hein. On a peu pensé en fait au play-in en se mettant dedans, mais ça va être très cool. Il régale Adam Silver. Il régale Adam Silver et son équipe, hein, parce qu'on imagine qu'il pas tout seul. Il n'a pas fait ça dans son bureau tout seul. Hein. Oui, on imagine. Voilà pour la petite course au playoff. On pourra en reparler dès jeudi dans le First Day Show. Erwan l'a dit, ce sera le grand retour. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait. On est très avec Giorgio comme avec Giorgio, absolument, monsieur Armani rappeur. Non, Giorgio rappeur. La famille avec qui on joue au basket très souvent et on joue à Touquet aussi avec lui, qui viendra puisqu'il adore le basket. Dernière petite news de la soirée, malheureusement, il ne s'était pas genouillé. Jonathan Isaac s'est fait une rupture des ligaments croisés antérieurs. Donc encore une fois, une blessure au genou pour le grand Jonathan. Il revenait d'une blessure au genou déjà, c'est cata pour lui. Je suis très inquiet pour lui, pour la suite de sa carrière. C'est tout à fait le potentiel. On sait que ça se murmure car Orlando, c'est lui le futur de la franchise. En tout cas, ils le voient comme ça et ils ont l'idée de lui offrir le contrat qui va avec. Maintenant, je me souviens d'une horrible entorse la saison dernière. Ouais. Là, il se fait des croisés. Je me souviens de ses débuts aussi où il avait raté pas mal de matchs. C'est un énorme potentiel, c'est un grand filiforme, même si on voit sur cette photo avec ses stats qui s'est un peu épaissi. Ça reste un mec. Un mec très très fragile. Jamais bon quand on a la vingtaine de te faire 2 fois le genou. Et je suis très inquiet pour la suite de la carrière de Jonathan Isaac, sans dire que c'est fini pour lui, mais en tout cas là où il doit arriver. Après, on a vu que Blake Griffin a été capable de refaire quelques belles petites saisons après pas mal de pépins physiques. Mais Blake Griffin, il a quand même un autre coffre. Ouais. C'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est son physique très filiforme, très grand, machin, longiligne, et les blessures au genou. Parce que normalement, tu vois, on parlait de Zion justement. D'ailleurs, Zion, son alley-up a fait peur à tout le monde. Oui. Fait peur à tout le monde. Tu vois, c'est un morphotype complètement opposé. Et pourtant, les histoires de genoux, les trucs qui partent d'un coup, là, ça fait énormément flipper. On espère que ce bon vieux Jonathan, se remettra très rapidement. Voilà, les gars, on a fait le tour. On a été très complet. Oui, est-ce que je peux faire un petit qui suit ou pas? Bien sûr, vas-y. Ah, j'en avais moi aussi. Ah bah alors là. C'est merveilleux. Alors avant, moi, j'ai pas préparé, j'ai juste tapé sur Wikipédia parce que j'ai un nom qui est venu dans très bien. Avant de. Qu'est-ce qu'il y a ce rire? Jeudi, donc, First Day Show. Ce soir, 18h sur Twitch. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à nous suivre sur cette petite chaîne. Ce sera évidemment des petits paris avec notre partenaire Parion Sport. Et on fera une foire aux questions. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo et que vous ne pouvez pas savoir qu'il y a un rendez-vous, venez. On reparlera de toutes les choses dont on a parlé aujourd'hui. Si vous avez des questions autres, on sera ravis de vous faire participer. Voilà pour le petit programme de cette semaine. Oui, Steph, vas-y. T'as regardé? Ben non. Ah non. Jamais. On est parti, mes amis. Je suis né le 28 août 1980, la même année que Steph. Je vais bientôt avoir 40 balais. Je suis né à Pittsburgh. Je fais la fac de Notre-Dame de 1999 Troy Murphy à 2003. Troy Murphy, c'est pas ça, mon grand. C'était bien tenté en vrai. Je ne suis pas drafté, mais je signe mon premier contrat professionnel du côté des Portland Trail Blazers. Je vous ai pas dit, je mesure 1m98 comme Jojo. Portland Trail Blazers une saison, mais je pars aussi en G-League. Ensuite, je finis la saison 2003-2004 du côté des Spurs de San Antonio. Après, de retour en G-League. Après, là où je fais l'essentiel de ma carrière, je fais 4 saisons du côté des Bobcats de Charlotte, où je réaliserai mes meilleures stats en carrière. 12,1 points, 2,9 rebonds, 1,3 passes décisives. Pardon? Matt Carroll. Matt Carroll, c'est ici. Bravo.
À 90. Pourquoi tu rigoles quoi? Parce que je suis content. Comme, Bravo, Erwan. comme Dominique Farrugia, je suis content, j'ai vomi. Oh. Moi, je vais perdre 200 balles, mais moi, depuis vendredi soir, je suis content. Ah, j'en ai un petit question À pour finir. 98, bravo. Quel est le joueur préféré de Dort d'Okessi? Mais c'est Le un- joueur de foot préféré? C'est un qui suis-je? Oui, c'est un qui suis-je? Quel est le joueur préféré de Dort? Quel est le joueur de foot? Quel est le joueur de foot préféré de Dort, le joueur de d'Okessi? Le Borussia Dortmund? Non? Le joueur Meunier. Meunier, tu dors. Je crois que c'est un vrai. Il nous sort une roucasserie, gros. Il a encassé. Eh bien voilà, on va pouvoir se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos meilleurs calembours pour essayer de challenger Erwan et Steph. On s'est régalé pour cette petite reprise. On fera évidemment toute la semaine et la semaine prochaine des petites vidéos. Steph, tu es le re-bienvenu. Je pourrais t'inviter? Oui, tu seras invité. Non, le mec est invité. On est où? On est où? Merci les gars. À ce soir sur Twitch. Bravo Steph. Bravo Erwan. Bravo à toi. Bravo la vie. Sans toi, on n'est rien, gros. Allez, merci à tous. Ciao. Thomas Meunier.